Il y a très longtemps, à l'aube du XXe siècle, l'immunologiste allemand Paul Ehrlich, prix Nobel de médecine en 1908, et considéré comme le père de la chimiothérapie, imaginait la mise au point de balles magiques. Elles étaient définies comme des médicaments capables de cibler spécifiquement certains tissus dans le corps humain. Plus d'un siècle plus tard, sa vision des nanomédicaments commence à devenir réalité grâce au développement des nanotechnologies, une révolution dans le domaine de la médecine. Les nanotechnologies correspondent à l'ensemble des techniques et des outils qui permettent d'étudier ou d'interagir avec les phénomènes particuliers qui existent au niveau du millionième de millimètre dans le monde de l'infiniment petit. Alors, qu'est-ce qu'un nanomédicament ? Prenons l'exemple d'un individu sain qui joue au tennis ou arrose ses plantes. Quand il tombe malade, il prend un médicament. Or, celui-ci est moyennement efficace et comprend de nombreux inconvénients. Le médicament inonde l'organisme, il peut être dégradé avant d'avoir atteint l'organe malade. Le composé actif peut avoir un effet toxique sur les tissus et engendrer des effets secondaires. Pour diminuer ou éviter tous ces défauts, les scientifiques ont pensé aux nanomédicaments. Lorsqu'un individu est malade, il prend un nanomédicament par intraveineuse. Ce dernier est plus précis et plus habile. Il permet de traiter directement les cellules infectées sans irradier ou endommager les cellules saines autour. De plus, il pourrait augmenter l'activité thérapeutique et réduire la toxicité de nombreux médicaments, annulant certains effets secondaires désagréables. Alors, comment ça fonctionne ? Un nanomédicament est composé de deux choses. D'un principe actif, donc le médicament sous forme d'une molécule contenue dans un milieu aqueux, et d'un véhicule, le terme scientifique étant vecteur, de taille nanométrique. La grande différence entre les médicaments et les nanomédicaments est le processus de vectorisation. La vectorisation consiste à enfermer le principe actif du médicament dans un nanovecteur. Les nanovecteurs sont des membranes qui peuvent être composées de différents matériaux, comme des lipides ou autres polymères. Ces nanovecteurs sont créés pour se diriger vers une partie spécifique du corps humain. Porté par le nanovecteur, le principe actif est en outre protégé d'une dégradation biologique avant d'atteindre son tissu cible. Il peut enfin être libéré de façon progressive dans le temps. Pour cela, on l'associe à un nanocomposé activable sous l'influence d'un signal, tel qu'un laser ou des rayons X, ce qui permet de contrôler le temps, la durée de libération du médicament et également sa distribution précise dans l'organisme. Le mode de fonctionnement d'un nanomédicament peut être comparé à celui d'un taxi. Le principe actif qui va vouloir atteindre un organe spécifique, comme le foie, sera mis dans le vecteur. Ce vecteur emportera le principe actif dans la destination désirée comme le ferait un taxi. Une fois que le principe actif atteint sa destination, il sera libéré et le vecteur conducteur sera détruit. La première génération de nanovecteurs, les plus anciens. Dès qu'ils sont injectés dans la circulation sanguine, ils se dirigent obligatoirement vers le foie, dû au fait que des corps impurs, les opsonines, vont s'accrocher à la surface du nanomédicament par le biais d'interactions hydrophobes. Par cette action, les opsonines vont marquer le nanomédicament qui sera alors reconnu par l'organisme comme étant un corps étranger. Dans le foie, le nanomédicament va se fixer au récepteur du macrophage. Les macrophages sont des cellules du système immunitaire éliminant les débris de cellules mortes présentes dans l'organisme. Notre système immunitaire va reconnaître le nanomédicament comme un corps étranger et le détruire, libérant ainsi le principe actif. Ce mécanisme est appelé opsonisation. La seconde génération de nanovecteurs est également appelée vectorisation passive. Elle est plus évoluée que la première. Sa structure, sa forme et sa composition sont semblables à celles du nanomédicament de première génération, à une exception près. Les chercheurs ont rajouté à sa surface un polymère, le polyéthylène glycol, un polymère hydrophile qui va permettre au nanomédicament de ne pas absorber les opsonines, contrairement à la première version. L'organisme ne reconnaît donc pas le nanomédicament comme un corps étranger, de même que les cellules macrophages du foie, qui cette fois laisseront passer le nanomédicament. Le nanomédicament continue d'être porté par le courant circulatoire. Lorsqu'il arrive au niveau d'un tissu malade, il va diffuser son principe actif qui atteindra son objectif. Le nanomédicament peut donc maintenant voyager à travers l'ensemble du système sanguin. Cependant, il reste une caractéristique essentielle non remplie, le ciblage. En effet, le nanomédicament de deuxième génération est incapable d'avoir une cible précisément définie.
La troisième génération de nanovecteurs est appelée vectorisation active. Elle est une évolution de la deuxième génération auquel on aurait rajouté un ligand, souvent une protéine, qui permettra au liposome de se fixer sur une cellule précise. Ces nanomédicaments actifs sont donc capables de reconnaître la cellule cancéreuse à l'échelle moléculaire en ciblant une protéine spécifique présente à la surface de la cellule cancéreuse. Le nanomédicament pourra donc cibler la tumeur et délivrer le médicament sans que le principe actif nuise à d'autres cellules saines. C'est ainsi qu'un nanovecteur actif spécifique à des cellules neuronales ne se fixera que sur des neurones cancéreux. Cependant, ce type de nanovecteur est toujours au stade expérimental. Quel futur pour les nanomédicaments ? Les nanomédicaments nous permettront-ils un jour de soigner les maladies sévères comme le cancer, le choléra, le diabète, Alzheimer ? La recherche française obtient chaque année des résultats fructueux, laissant présager encore de nombreux progrès dans le domaine des nanomédicaments. Comme tous les nouveaux traitements, la sécurité des nanomédicaments est l'objet de vérification et d'attention constante de la part des autorités de santé. Cependant, les nanomédicaments ont eux aussi des limites. Tout d'abord, la question du financement. La recherche sur les nanomédicaments coûte cher et l'industrie pharmaceutique ne finance pas encore assez ces recherches innovantes. Par ailleurs, les nanomédicaments doivent être biodégradables afin de disparaître lorsque le composé actif a été délivré. Sinon, il risque de s'accumuler dans les tissus et engendrer une toxicité à long terme. De plus, la dose du composé actif transporté par les nanovecteurs demeure souvent extrêmement faible. Pour finir, il s'agit aussi de bouleversements sociétaux. Certaines institutions publiques, nationales ou internationales, aimeraient, outre l'évaluation de la sûreté des produits nanomédicaux, définir une éthique et une réglementation très stricte autour de ces produits, si possible à l'échelle internationale. On peut donc se demander si l'usage de nanomédicaments et de nanotechnologies risque-t-il de nous orienter vers l'ère de l'homme augmenté et par conséquent de bouleverser la notion même de l'humanité.